Donc, je passe tout de suite au plan de mon exposé. Donc, dans un premier temps, je vais dresser un bref panorama des catastrophes hydrométéorologiques dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, en 20 minutes, je ne pourrai pas dresser un panorama très exhaustif, donc je ferai un certain nombre de choix sur les exemples présentés. Ensuite, je décrirai quelques statistiques qui montreront comment se situent les catastrophes hydrométéorologiques par rapport aux autres catastrophes naturelles dont on a parlé jusqu'à présent, qui étaient plutôt d'origine géophysique. Ensuite, je montrerai comment les données spatiales sont utilisées pour le suivi et la prévision des événements météorologiques extrêmes. Et puis, dans un quatrième point, j'illustrerai l'apport du spatial sur la qualité des prévisions météorologiques et je terminerai par un certain nombre de programmes spatiaux qui sont planifiés par diverses agences et les défis associés. Alors, de quoi va-t-on parler ? Alors, dans un premier temps, je montre ce qui se passe dans l'atmosphère avec des phénomènes de type cyclones tropicaux ou des tempêtes des latitudes moyennes. Donc, ce sont des phénomènes qui vont générer des précipitations intenses et des vents violents. Donc, pour ces phénomènes, je dirais que les échelles de temps sont de l'ordre de quelques jours, avec des échelles spatiales de l'ordre de quelques milliers de kilomètres. Ensuite, on a des phénomènes plus locaux, comme par exemple les orages, qui ont des échelles spatiales de l'ordre de quelques dizaines, centaines de kilomètres, et qui intéressent des échelles de temps de l'ordre de quelques heures à la journée. Et puis après, on a des phénomènes beaucoup plus locaux, comme par exemple les tornades, avec des échelles de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Alors, ces phénomènes atmosphériques, qu'est-ce qu'ils vont engendrer en surface ? Eh bien, des inondations, des crues de rivières. On va avoir aussi des ondes de tempête, des surcotes au niveau des zones littorales. Et puis, j'ai représenté ici, par exemple, un orage de grêle qui a dévasté des vignes dans le Bordelais. Alors, quand on se place dans des conditions plus hivernales, eh bien, ces phénomènes météorologiques peuvent engendrer des tempêtes de neige, des blizzards, avec de fortes rafales de vent, ou en montagne, une des conséquences peut être la génération d'avalanches. Alors, les trois images que je présente en bas sont plutôt, je dirais, l'absence de précipitations. Donc, on a les phénomènes de vagues de chaleur avec des canicules importantes. Ici, on voit Paris en 2003 avec des gens qui se baignent dans les fontaines publiques. On a les sécheresses, donc associées à des déficits hydriques, que ce soit au niveau des sols, que ce soit au niveau des nappes phréatiques, des rivières ou des lacs. Et puis avec, je dirais aussi comme conséquence, les feux de forêt. Alors, sur ces diagrammes, en fait, je présente les événements hydrométéorologiques par rapport à l'ensemble des catastrophes naturelles. Alors, en termes d'événements, je dirais l'ensemble des catastrophes naturelles, donc ici sont représentés avec les aspects biologiques, climatiques, extraterrestres, géophysiques, hydrologiques et météorologiques. Sur une période de 37 ans, on a environ 12 000 événements qui se sont passés. Et en termes de population affectée, on est pratiquement à la population globale, 7 milliards de personnes. Alors par an, en termes d'événements, ça fait un peu plus de 300 événements et puis 188 millions de personnes affectées. Alors, si on regarde en fait la répartition par type, donc les catastrophes hydrométéorologiques, représentées ici en bleu et en jaune, représentent 71% de l'ensemble des catastrophes naturelles. Donc ce sont vraiment les événements qui dominent par rapport à l'ensemble des catastrophes naturelles. Et puis si on regarde au niveau des populations affectées, on a, je dirais, le même signal, en gros 65% avec en gros un 50% sur la partie hydrologique et un 16% sur la partie météorologique. Donc on voit vraiment l'importance de ces catastrophes sur les populations. Alors là, on regarde en fait la série temporelle entre 80 et 2016 et j'ai représenté ici quelques événements marquants. Donc sur la gauche, vous avez les nombres de décès.
Et sur la droite, en fait, les coûts économiques associés, alors vous ne les voyez pas trop. Alors, en termes d'échelle verticale, c'est en centaines de milliers de personnes. Et puis, sur cette échelle-là, c'est en centaines de milliards de dollars. Alors, donc, vous voyez, en jaune, ce sont les catastrophes météorologiques. Donc, le cyclone Gorky au Bangladesh en 91, qui a causé plus de 140 000 décès. Un autre cyclone qui a affecté la Birmanie en 2008 avec à peu près le même nombre de décès, 140 000. Et puis les séismes tsunamis dont on a déjà parlé, avec là aussi des nombres considérables de victimes, plus de 200 000 pour chacun de ces événements. En termes de coûts économiques, ce sont, je dirais, essentiellement les pays développés qui contribuent à des coûts économiques importants. On a noté ici le séisme de Kobe au Japon en 1995, avec des coûts de plus de 140 milliards de dollars. Le séisme de Tohoku, dont on a déjà parlé, plus de 240 milliards de dollars. Et puis, en termes d'événements météorologiques, je dirais celui qui va dominer, c'est l'ouragan Katrina qui a affecté les États-Unis en 2005, avec là aussi des coûts supérieurs à 200 milliards de dollars. Alors, leur répartition géographique, donc là, je me concentre uniquement sur les événements hydrométéorologiques. J'ai rajouté, un peu pour anecdote, les événements climatiques, mais vous voyez qui représentent une fraction relativement faible. Donc, c'est le continent asiatique qui domine, hein, avec, je dirais, 40% des événements sur ce continent. Les Amériques représentent à peu près 25%. Et puis ensuite viennent l'Afrique et l'Europe avec environ 15%. Et on constate que pour l'Europe, on a une augmentation ou une prépondérance plutôt des phénomènes météorologiques, hein, qui sont essentiellement, je dirais, les tempêtes des moyennes latitudes par rapport à l'Afrique, où ce sont plutôt les phénomènes d'inondation qui vont dominer. Et puis en queue de peloton, on a l'Océanie avec moins de 5%. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe en France, là j'ai fait un petit inventaire d'événements qui se sont passés sur les 30 dernières années, avec à la fois le nom de l'événement, la date, les caractéristiques, le nombre de décès et puis les coûts associés ici en euros. Alors les codes de couleur, en rouge, on a les canicules, vagues de chaleur. Donc là, il n'y en a qu'une, c'est la canicule européenne, mais qui a engendré 70 000 victimes en Europe en 2003, dont 20 000 en France, avec des coûts associés très importants. En orange, vous avez les tempêtes des moyennes latitudes qui touchent généralement l'Europe de l'Ouest pendant les périodes hivernales, avec les tempêtes les plus importantes, Lothar et Martin, qui ont affecté l'Europe de l'Ouest au moment de Noël 1999, qui ont affecté 50% du territoire et qui ont conduit à 90 victimes en France et des coûts de plus de 6 milliards d'euros. Alors, à l'issue en fait, de ces tempêtes-là, Météo France a mis en place le système de vigilance que vous connaissez bien et que vous retrouvez à la fois sur vos applications Météo France ou aussi sur le site de Météo France. Alors, les tempêtes plus récentes, on a eu Klaus en 2009, avec 12 victimes en France, des vents très importants, à 191 km/h de rafale maximum. On a eu Cynthia en 2010, dont je reparlerai un petit peu plus tard, avec des vents très très importants, là ici 238 km/h, mais qui ont été mesurés au pic du Midi à plus de 2800 mètres d'altitude. Il a quand même engendré 53 victimes. Et puis, ce que je représente en bleu, ce sont les épisodes d'inondation méditerranéenne qui apparaissent généralement à l'automne. Donc, on a les inondations de Vaison-la-Romaine, des crues cévenols dans le Gard, l'Hérault, la Lozère et le Vaucluse, et plus récemment, des inondations dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Alors, ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes qui sont beaucoup plus locaux, avec des précipitations très, très intenses.
Vous voyez qu'on peut avoir, je dirais, en quelques heures, des précipitations, des cumuls équivalents à ce qu'on peut avoir pendant plusieurs mois, voire des cumuls annuels ici sur ces crues sévenoles. On a un cumul de presque 700 mm qui correspond à la pluviométrie annuelle à Paris. Donc les victimes, vous voyez, en fait, entre 47 et 27 personnes décédées. Donc il y a quand même, je dirais, un impact significatif et des coûts associés de l'ordre du milliard d'euros. Alors là, je vous présente en fait la tempête Xynthia, donc qui a eu lieu les 27 et 28 février 2010. Ce que vous avez ici, c'est une animation du satellite Météosat 9. Donc, qui est centré sur l'Afrique et qui visualise la zone européenne avec une cadence de 15 minutes. On a une résolution sur la zone européenne de 5 km, et c'est un instrument qui mesure le rayonnement à la fois visible et infrarouge, et qui nous permet d'avoir une information sur les déplacements des nuages. Donc, dans le visible, par le fait que les nuages réfléchissent davantage le rayonnement que les surfaces sous-jacentes, et dans l'infrarouge, généralement, les nuages sont plus froids, et donc ils apparaissent comme des surfaces froides dans cette gamme de longueur d'onde. Alors, je repasse mon animation. Voilà. Donc, pour Xynthia, en fait, vous avez une forte dépression qui s'est générée au nord des Canaries et qui se déplace dans un flux de nord-est. Donc le 27, et qui va atteindre en fait les côtes ibériques le 27 vers midi, qui ensuite atteint le golfe de Gascogne en fin d'après-midi, pour ensuite, dans la nuit en fait, du 27 au 28, toucher les côtes de Vendée. Vous voyez ici le centre de la dépression, avec des vents de l'ordre de 150 km/h en rafale. Et on a un certain nombre de départements qui vont être touchés le long du littoral, essentiellement parce que dans ces conditions-là, on avait la marée haute et des conditions de marée de vive eau. Donc on a cette conjonction, je dirais, des vagues et de la marée qui ont conduit à un nombre important de victimes. Alors là, je parle en fait de l'anticipation de ces événements. Donc, comme je montrais en fait sur l'animation de Météosat, la tempête a frappé l'ouest de la France le 28 vers 0 heure. Et ici, on a en fait une vigilance météorologique qui est proposée par Météo France dès le 27 à 16 heures, indiquant qu'on va avoir des vents forts sur le pays dimanche, et avec un certain nombre de départements ici en vigilance rouge, et qui sont effectivement les départements qui auront été le plus affectés par la tempête Xynthia. Donc on voit, ce que vous voyez en vigilance orange, on a plus de la moitié du territoire qui est en vigilance orange, parce qu'effectivement la tempête va se déplacer dans un flux de sud-ouest, et donc de se déplacer vers le nord-est, pour atteindre dans la matinée du 28 la Belgique, l'Ardenne, la Belgique, et se déplacer plus au nord. Alors sur ce tableau, vous voyez en fait des statistiques sur les épisodes de vigilance orange qui ont été prononcés par Météo France, alors sur une période de 8 ans. Vous avez en moyenne 50 épisodes de vigilance orange qui sont signalés par Météo France, donc ça fait à peu près un par semaine. La deuxième ligne en fait, représente le taux d'événements qui sont annoncés avec un délai de moins d'1 heure à l'échelle nationale. En moyenne, c'est 85%. Et puis, dans les deux lignes du bas, vous avez, je dirais, les échecs, hein, donc à la fois les fausses alarmes qui sont de l'ordre de 14%, et puis les non-détections qui sont inférieures à 4%. Donc vous voyez à travers ce tableau, je dirais, la qualité de la vigilance annoncée par Météo France. Alors je représente en fait sur cette courbe quelque chose de relativement, je dirais, qualitatif, qui montre les réductions en termes de dégâts associés à des événements météorologiques extrêmes en fonction de l'anticipation de ces événements. Et sur cette courbe, on voit par exemple qu'une anticipation de 6 heures peut conduire à une réduction des dégâts d'environ 10%. Et on voit qu'effectivement, plus on est capable d'anticiper l'événement, plus les réductions de dégâts seront importantes, mais pas jamais 100% évidemment. Alors l'anticipation de ces événements, elle se fait principalement grâce à la simulation numérique de l'atmosphère.
Vous avez ici le supercalculateur de Météo France, hein, qui a 150 000 cœurs et effectue 5 millions de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde, et sur lesquels on fait tourner nos codes de simulation numérique. Donc on effectue des intégrations des équations classiques de la mécanique des fluides qui sont discrétisées dans l'espace et dans le temps. On représente les phénomènes les plus importants dits sous-mailles, que ce soit la turbulence, le rayonnement, les nuages et les précipitations. Et je vous ai représenté ici, donc vous voyez cette discrétisation sur la verticale et sur l'horizontale, les caractéristiques de notre modèle global arpège, avec 2,5 millions de points sur l'horizontale, des résolutions entre 7 et 35 km. On a 105 niveaux sur la verticale et on estime l'évolution en chacun de ces points de la température, du vent, de la pression, de la vapeur d'eau et de l'eau condensée, ce qui nous fait un ensemble d'à peu près 2 milliards de variables à faire évoluer dans le temps, avec un pas de temps ici de 6 minutes. Et donc on est capable de faire par exemple une prévision de 4 jours en 40 minutes sur 1200 cœurs de calcul. Et si vous vouliez faire la même prévision sur votre ordinateur de bureau, vous en auriez à peu près pour 2 mois. Donc la prévision ne serait pas très utile. Alors, on a besoin, pour faire tourner ces modèles, de conditions initiales. Et on veut avoir des conditions initiales les plus précises possibles, parce qu'on pense que si on a des conditions initiales les plus précises possibles, on pourra effectuer des prévisions qui, elles aussi, seront les plus précises possibles, avec des échelles temporelles entre quelques heures et quelques jours. Je ne vais pas aller dans le détail, mais on effectue des prévisions à la fois déterministes, avec une seule condition initiale, et on effectue aussi, depuis, je dirais, une dizaine ou une quinzaine d'années, des prévisions probabilistes, avec un ensemble de conditions initiales qui permettent de documenter les incertitudes sur les prévisions. Alors, les champs qui nous intéressent en termes de conditions initiales, j'en ai parlé précédemment, donc pression, température, vent et vapeur d'eau, ainsi que des conditions de surface, comme par exemple la température de surface de la mer ou les conditions de surface sur les continents. Et cette analyse est obtenue à travers ce qu'on appelle un système d'assimilation de données, donc qui est un algorithme qui va combiner de manière optimale toutes les observations qui seront disponibles pendant une fenêtre de temps. Donc j'ai représenté ici le temps, et vous avez des observations représentées par les étoiles bleues, et puis une information a priori qu'on appelle ébauche, qui est fournie par une prévision antérieure de notre modèle, ici, qui est représentée par XB. Généralement, c'est une prévision à courte échéance, donc qui est de suffisamment bonne qualité pour fournir de l'information sur l'état de l'atmosphère qu'on cherche à analyser. Et actuellement, de manière opérationnelle, dans l'ensemble des centres de prévision numérique, on utilise ce qu'on appelle un formalisme variationnel, dans lequel on va minimiser une fonction coût qui va représenter la distance entre notre état recherché et les observations, et l'écart par rapport à cette ébauche, cette information a priori. Donc vous avez ici, je dirais, une première trajectoire représentée en noir, et puis la trajectoire analysée qui se rapproche davantage des observations après l'utilisation de l'assimilation, qui représente, je dirais, l'apport des observations pour la correction de cette trajectoire. Alors, si je regarde en fait les données d'observation qu'on va considérer dans nos systèmes d'assimilation. Alors, les données classiques, donc ça, c'est les réseaux de surface. Hein. On a à peu près 40 000 points d'observation qui vont nous fournir des informations sur la température, l'humidité, le vent et la pression de surface. On a un réseau de radiosondage qui, lui, opère 2 fois par jour. Donc, ils vont lancer des ballons qui vont jusqu'à une altitude d'à peu près 35 km pour nous fournir des profils de température, de vapeur d'eau et de vent. On a depuis, je dirais, une vingtaine d'années des données des avions commerciaux le long de leur ligne de transport. Donc, vous voyez quelque chose d'assez irrégulier sur le globe. Et puis, on a aussi les luminances qui nous viennent des satellites. Donc là, je vais représenter sur une période de 6 heures. Vous avez un ensemble de 8 satellites qui nous permettent d'avoir une couverture beaucoup plus homogène que ne peuvent les fournir les autres systèmes d'observation. Et donc, on mesure le rayonnement infrarouge et micro-ondes émis par l'atmosphère. Et à partir de ces luminances, on extrait une information essentiellement sur la température et l'humidité, ainsi que sur le vent. Alors, les observations, elles sont effectivement irrégulièrement réparties. Ça va. On a besoin, pour qu'elles soient utiles dans la simulation, de savoir les simuler relativement précisément.
On a besoin de spécifier leurs erreurs, hein, parce que le schéma d'analyse est un schéma optimal dans le sens où il va minimiser les écarts par rapport aux observations et par rapport à notre ébauche en fonction des erreurs associées. Et un autre point très important, c'est que les données doivent arriver rapidement dans les bases de données météorologiques, parce que je dirais que si une donnée est effectivement de très bonne qualité, mais elle n'arrive pas suffisamment rapidement, elle ne pourra pas être utilisée pour effectuer des prévisions. Donc cette disponibilité en temps quasi réel est vraiment très très importante pour nos applications opérationnelles. Alors si on regarde l'évolution des observations dans le système de Météo France, hein, ce que vous avez sur la gauche, c'est une évolution entre 2002 et 2017 des observations, je dirais, non spatiales assimilées dans le modèle arpège. Donc vous avez une croissance à peu près linéaire et actuellement on assimile 2 millions d'observations par jour. On regarde la même chose avec les observations spatiales. On voit qu'on est parti en fait d'un niveau qui était inférieur. Donc en 2002, on assimilait beaucoup moins d'observations spatiales que d'observations, je dirais, non spatiales, hein, que ce soit les radiosondages, les avions et autres. Et on arrive maintenant en fait à 20 millions d'observations assimilées par jour, avec une croissance qu'on pourrait considérer plus comme exponentielle que comme linéaire, avec l'arrivée de nouveaux instruments, notamment GASI, dont Jacques a parlé tout à l'heure. Alors sur la figure de droite, je voulais présenter ce qui se passe dans notre modèle régional AROME, qui lui va faire des prévisions à beaucoup plus courte échéance par rapport au modèle arpège. Arpège fait des prévisions jusqu'à 4 jours, AROME va faire des prévisions jusqu'à un jour et demi, avec des résolutions beaucoup plus fines, donc qui est plus attaché à représenter les phénomènes convectifs. On s'aperçoit d'une part que les observations qu'on va assimiler sont bien moindres que dans le modèle global. Bon, ça peut être relativement normal dans la mesure où on considère simplement une portion de l'atmosphère. Mais on s'aperçoit en fait que les données spatiales sont très sous-représentées par rapport à ce qu'on fait dans le modèle global. Alors, vous voyez en bleu, en fait, les deux secteurs bleus représentent les observations spatiales, alors que, je dirais, on a une augmentation... Enfin, un pourcentage très important des données de surface, des radiosondages, des avions et des données radars. Alors, si on regarde en fait les deux couleurs de ces secteurs, en fait, le secteur bleu clair représente uniquement un seul instrument qui est un satellite géostationnaire Météosat que j'ai présenté tout à l'heure. Et puis, vous avez en fait les satellites en orbite polaire qui, eux, passent 2 fois sur la zone. Donc, vous avez à peu près le même pourcentage. Alors, dans un cas, vous avez un satellite avec 5 canaux, et dans l'autre cas, vous avez 20 satellites avec des dizaines, voire des centaines de canaux. Donc, on voit vraiment que la répétitivité des géostationnaires est vraiment primordiale pour les modèles régionaux. Il me reste encore combien de temps? Plus grand-chose. 5 minutes. Merci. D'accord. Donc je vais parler de la prévision en fait, de l'ouragan Sandy, donc, qui s'est développé entre le 22 octobre et le 2 novembre, qui a généré des vents de 185 km/h, pression minimale de 940 hectopascales, avec 233 décès et des dégâts en termes de coûts considérables. Donc je ne vais pas passer l'animation, mais on a en fait une dépression tropicale qui remonte vers le nord, passe sur la Jamaïque, sur Cuba, et qui ensuite va se diriger vers les États-Unis et remonter en fait le long des côtes de la côte est en fait des États-Unis pour ensuite tourner vers le nord-ouest et pénétrer à l'intérieur des terres le 30 octobre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait cet article de presse qui était de USA Today, et qui indique en fait que la prévision tardive en fait de cet ouragan a déclenché en fait une tempête météorologique, parce que effectivement l'ensemble des modèles ont assez bien convergé pour prévoir la trajectoire de cet ouragan, mais en fait les météorologistes se sont plaints en fait de la qualité des prévisions des modèles américains par rapport au modèle européen du centre européen, qui lui avait fait une prévision quasi parfaite. Alors vous voyez un météorologiste américain dire « It is embarrassing, we should have the best forecast on the planet. And it has an economic cost. » Donc effectivement, on regarde les prévisions du centre européen et on s'aperçoit, on a les prévisions en fait à 9 jours, 8 jours, 7 jours, 6 jours, 5, 4,
3, 2, 1. Et vous voyez en fait la trajectoire observée, qui est représentée ici en rouge. Donc on voit en fait le cyclone remonter le long de la côte est des États-Unis et ensuite changer complètement de direction pour pénétrer à l'intérieur des terres un jour plus tard après ce changement de direction. Donc la prévision à 9 jours n'est pas très bonne, évidemment. Vous voyez que le cyclone continue sa trajectoire en direction de l'Est. Mais dès le jour 8, en fait, on a une trajectoire qui est très bonne, même si le cyclone est en retard par rapport à l'observation. Et on s'aperçoit que plus on se rapproche en fait, de l'échéance, plus la trajectoire simulée va coller avec l'observation et aussi plus la dépression va se creuser. En fait. Vous voyez qu'ici, en fait, en bleu, on a des pressions de 950 et puis en rose, on a des pressions de 940 et on voit qu'un jour, on a vraiment une prévision parfaite. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées par le Centre européen pour comprendre pourquoi ils avaient des prévisions aussi bonnes. Et donc, ils ont fait un certain nombre d'expériences, je ne vais pas toutes les passer, mais les plus intéressantes, c'est la simulation de référence avec toutes les observations et une simulation dans laquelle ils ont enlevé les données des satellites en orbite polaire. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, je l'ai montré avec le modèle Arpège, mais les observations des satellites polaires, c'est à peu près 80% des observations. Et donc, vous voyez ici sur la gauche la prévision opérationnelle que je vous ai déjà montrée. Vous voyez la vérification à droite en termes de pression de surface et vous voyez la prévision sans les observations des satellites polaires et le cyclone en fait n'a pas changé sa trajectoire et on voit bien que les niveaux d'alerte qui auraient pu être émis avec une prévision comme celle-ci seraient quand même significativement différents à la fois pour les populations et la sécurité civile par rapport à cette prévision. Alors je termine, oui, j'ai encore 2 minutes, ça va. Alors je termine par quelques défis. Ce que je vous ai montré, c'est qu'avec en modélisation globale de la prévision du temps, les observations d'origine spatiale sont vraiment majoritaires et contribuent de manière significative à la qualité des prévisions météorologiques à des échelles de temps de l'ordre de quelques heures jusqu'à plusieurs jours. Par contre, on a vraiment un défi du côté de la prévision du temps à échelle fine. Je vous ai montré 18% dans le modèle AROME. Donc, l'exploitation de ces données spatiales pour la prévision à échelle fine reste un défi parce qu'on a besoin en fait, de mesures à haute résolution spatiale et temporelle. Actuellement, ces mesures à haute résolution spatiale et temporelle nous sont fournies essentiellement par les données radar. Par contre, on va avoir un certain nombre de nouveaux satellites qui vont être disponibles, notamment sur des satellites géostationnaires, où je vous ai montré que la répétitivité temporelle était particulièrement importante, avec des sondeurs infrarouges hyperspectraux donc, qui utilisent l'interférométrie pour avoir une discrétisation très importante du spectre infrarouge, et les imageurs d'éclairs qui vont pouvoir nous fournir des informations sur l'activité convective avec des échelles de temps de l'ordre de la minute, voire moins. Alors le deuxième point, c'est une capacité en fait d'extraire l'information qui est déjà disponible dans les données dont on dispose au jour le jour. Le premier point, c'est l'amélioration de la modélisation des mesures de télédétection. Sur les belles images que vous avez vues de Météosat, on voit les nuages se déplacer. Mais en fait, dans nos systèmes d'assimilation, quand il y a des nuages, on ne sait pas trop quoi faire avec les observations satellitaires. Parce qu'effectivement, les nuages, ça nécessite de connaître le type de particules, leur distribution, et la simulation du transfert radiatif est beaucoup plus compliquée qu'en ciel clair. Donc on a vraiment là aussi un défi pour simuler les températures de brillance, les luminances dans les régions nuageuses et précipitantes, et aussi dans des zones de l'atmosphère qui sont sensibles au sol et à l'état de la mer. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on assimile plutôt ce qui se passe en altitude et on essaye d'éviter des canaux qui vont être sensibles à la surface. Le dernier point, en fait, c'est l'amélioration des systèmes d'assimilation. J'ai parlé des prévisions ensemblistes, mais on va aussi vers des approches ensemblistes pour les systèmes d'assimilation qui nous permettront d'initialiser de nouvelles variables, comme par exemple les contenus en hydrométéores des nuages, qui nous permettront d'aller aussi vers des approches quadridimensionnelles à fine échelle, ce qui n'est pas le cas actuellement, et avoir aussi des covariances d'erreurs qui vont dépendre de l'écoulement, c'est-à-dire que dans des conditions où le modèle va être d'une qualité moindre, on va être capable de donner un poids plus important aux observations. Je vais terminer. Voilà, merci. Merci. On va prendre quelques questions. Oui, Jean Salençon, de ce côté-ci. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur, vous nous avez donné au début de votre exposé des séries temporelles. Oui.
Est-ce que cette série était sur 1980-2017, soit 37 ou 36 ans selon la façon dont on compte? Est-ce que de ces séries, ou peut-être d'autres sur une période plus longue, vous pouvez dégager une tendance à une augmentation de fréquence ou une tendance à une augmentation de la gravité? Parce que c'est souvent des choses qui sont avancées dans la littérature et dans les exposés. Oui. Alors, effectivement, je ne l'ai pas présenté. Là, vous voyez, par exemple, vous avez 322 événements sur cette période-là. Mais en fait, on démarre la période 80 avec à peu près 150 événements par an, avec un pic aux alentours de 2000 avec pratiquement 500. Et puis, on est stabilisé, je dirais, depuis 2000 vers à peu près 400 événements par an. Voilà. Donc, après, il n'y a pas vraiment de tendance, notamment sur ces événements extrêmes. Par contre, il y a des tendances sur les événements, je dirais, qui ne sont pas des catastrophes hydrométéorologiques. Donc, il y a un certain nombre de statistiques qui montrent qu'il y a une augmentation du nombre de petits événements, mais qui seraient dus, par exemple, à l'urbanisation. Donc, les causes, en fait, sont pas très claires pour savoir si c'est effectivement lié au changement climatique. Mais voilà. Une question, attends. Une question pas très sérieuse, mais je l'ai rencontré plusieurs fois, même dans des milieux scientifiques. Alors on nous dit, vous nous avez fait une présentation très claire, très objective, tout à fait carrée. Mais d'autres disent, moins informés que vous, qu'il y a quand même des gens là-dedans qui aident le système. Ce sont de vieux prévisionnistes qui ont l'habitude, qui regardent les cartes et puis qui sont capables d'apporter un sérieux coup de main parce qu'ils... Alors c'est contradictoire avec le caractère chaotique de l'affaire, mais est-ce que ces vieux prévisionnistes existent toujours? Alors je ne vais pas parler peut-être des vieux prévisionnistes, mais je peux parler de l'expertise humaine. Et essentiellement, je dirais elle reste indispensable pour l'interprétation des sorties des modèles de prévision numérique. Donc une question de ce côté-ci, présentez-vous. Bonjour, Marc Lointier, donc chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, IRD. J'avais une remarque et puis une question. À propos du nombre de morts, enfin la mise en relation entre la catastrophe et le nombre de morts, elle peut s'effectuer, enfin il faut bien distinguer aussi des problèmes de gestion de l'environnement. Si dans le cas des tsunamis, c'est quasiment imparable, dans le cas que vous avez cité sur Xynthia, oui, tout le monde savait que c'était une zone inondable et qu'on n'a pas respecté le plan de prévention des risques. Donc ce sont des gens qui sont morts pour rien. Enfin, donc ma question, étant hydrologue, je me demande aujourd'hui quelle est la meilleure méthode pour évaluer la pluie sur un bassin versant. Bon, il y a le pluviomètre, on sait que c'est pas bon. Oui, je dirais que ça dépend un peu des échelles qui vous intéressent. C'est-à-dire que, notamment, effectivement, on a les pluviomètres, notamment sur la France, on a 4000 pluviomètres, donc sur des régions, je dirais, des pays des moyennes latitudes, on a suffisamment d'informations pour pouvoir cartographier la pluviographie sur des bassins versants. En France, on dispose aussi d'un réseau de 27 radars qui nous fournissent là aussi des lames d'eau toutes les 5 ou 15 minutes. Par contre, dans d'autres régions du globe, on est beaucoup plus démunis. Et donc, notamment la télédétection spatiale est très, très importante. C'est indéniable, notamment dans les régions africaines où il n'y a pas de réseau de surface et très peu de radars. Donc les informations qui nous viennent des satellites sont très très précieuses, et la difficulté étant la résolution de ces mesures. C'est-à-dire que dans le domaine des micro-ondes qui fournissent des informations quantitatives sur la pluie, on est à des échelles de l'ordre de, je dirais, d'une trentaine ou d'une cinquantaine de kilomètres. Donc, merci, on vous remercie beaucoup pour cet exposé et on passe au dernier orateur.